Bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de vous retrouver, bien sûr, comme tous les jeudis, pour ce nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole. Alors, j'espère que vous avez toutes et tous passé une excellente semaine, comme d'habitude, que vous êtes en pleine forme, et donc, on se retrouve pour le sommaire de ce nouveau volet, juste après le générique. Top générique. Et oui les amis, comme tous les jeudis, pour ce nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole, j'espère que vous avez la forme, la moelle et le poil pour suivre ce nouveau volet qui est dédié à McCormick International Harvester. Tout d'abord, nous allons nous plonger un petit peu dans l'historique de cette marque emblématique. Qui n'a pas connu cette marque International Harvester McCormick, avant bien entendu de fusionner avec Kaz Corporation, mais ça sera dans un autre volet. Donc on va se replonger un petit peu dans l'historique de cette marque. En effet, la famille McCormick trouve ses origines en Écosse et en Irlande d'ailleurs. Vers 1735, elle va immigrer aux États-Unis dans le comté de Cumberland, en Pennsylvanie. Robert McCormick, né en 1738, se marie avec Martha et achète la ferme à côté de Rockbridge, dans le comté d'Augusta, en Virginie. En 1779, en 1780, la famille R. McCormick, qui compte déjà 5 enfants, s'agrandit avec la naissance de Robert Jr. La ferme des McCormick est relativement prospère et compte notamment moulins et distilleries. En 1808, Robert Jr. se marie avec Mary Ann Hall, surnommée Polly. Ils ont 7 enfants, dont Cyrus Hall McCormick, né le 17 février 1809. Robert s'intéresse déjà à la conception des moissonneuses et passe beaucoup de temps à l'atelier à la mettre au point, mais au bout d'un moment, il est un peu au bout de ses recherches, il en a un peu marre. Parce que bon, il fait des recherches mais qui sont vaines et Robert se décourage. Cyrus, qui n'a que 20 ans, reprend le projet là où son père l'avait laissé en moins d'une année. Il conçoit et fabrique une moissonneuse, pas encore batteuse, mais une moissonneuse, et la présente aux fermiers voisins dès juillet 1831. Cyrus n'est pas le seul à expérimenter une moissonneuse. Aussi, en 1834, il dépose un brevet le brevet de celle-ci. Ce n'est qu'en 1840 que la première moissonneuse est vendue en Virginie. Ensuite, les commandes affluent rapidement, l'atelier de Walnut Grove devient obsolète et Cyrus souhaite se rapprocher des plaines du Midwest qu'il a envie de prospecter. En 1847, McCormick s'installe à Chicago avec une usine sur les rives de Chicago River, non loin du lac Michigan. L'endroit est parfaitement adapté à l'approvisionnement des matières premières. Par la suite, les frères
William et Loander, qui participent à la vulgarisation de la moissonneuse, rejoignent Cyrus à Chicago. La moissonneuse, sans cesse améliorée, se vend et s'exporte vers le monde entier. Dès 1850, l'entreprise emploie 120 personnes et déjà plus de 5000 moissonneuses ont été vendues. En 1851, la Virginie Reaper reçoit la Gold Medal, une haute récompense qui projette, McCormick au rang de célébrité mondiale. Il faut comprendre qu'à l'époque, la moissonneuse est une révolution culturelle pour l'agriculture, car elle est une des premières réponses au labeur du métier de paysan, la récolte se faisant jusqu'alors à la faucille, ou au mieux à la faux. En 1852, la moissonneuse évolue et devient désormais javeleuse et porte le nom de Daisy Reaper. Les années qui suivent seront celles du développement mondial et de l'invention de McCormick. La moissonneuse est désormais construite en Angleterre ainsi qu'en Allemagne. En 1871, un énorme incendie ravage une partie de la ville de Chicago. Les usines McCormick Works n'y échappent pas. 2 années seront nécessaires pour reconstruire de nouveaux bâtiments sur les berges de Chicago River. La suprématie de McCormick se voit rapidement menacée par la concurrence sérieuse d'un nommé William Dering, qui vend une moissonneuse lieuse. Cet ancien négociant en matériel a un haut sens du commerce et part également à l'assaut du monde entier. La lutte est sans merci entre les deux géants de l'époque. En 1879, alors que William McCormick est décédé, Cyrus et Leander créent la McCormick Harvesting Machine Company. Le 13 mai 1884, le richissime, parce que, oui, non, c'est un garçon quand même, Cyrus Hall McCormick décède à Chicago à l'âge de 75 ans. Cyrus Junior n'a que 25 ans, mais il est déjà dans l'entreprise. Et c'est tout naturellement qu'il en prend la direction, succédant à son père. Le 1er 1886, dans le cadre d'un mouvement national de revendication ouvrière pour la journée de 8 heures, les usines McCormick seront le théâtre d'événements sanglants dont mémoire est faite encore aujourd'hui, chaque 1er mai. Les années suivantes, Cyrus Junior doit employer tous ses efforts techniques et financiers pour lutter contre l'autre leader, la Dering Harvester Company. En 1890, Cyrus rachète la part de son oncle Leander dans la compagnie. Ce dernier décède en 1900. En 1897, la McCormick Harvesting Machine Company n'a pas les moyens financiers pour répondre à l'offre de Dering qui lui propose la vente de son entreprise. Il faut attendre 1902 pour que la banque JP Morgan et compagnie trouve une solution financière. C'est George Perkins, un des associés de la banque, qui va la proposer par le regroupement de plusieurs marques dans la holding. Et le 12 août 1902, l'International Harvester Company est créé avec un capital de 120 millions de dollars. Elle acquiert la McCormick Harvesting Machine Company, Dering Harvester Company, Milwaukee Harvester Company, Plano Company, Warder Bushnell et Glessner et Champion. La direction de la nouvelle entité revient à Cyrus McCormick. Charles Dering, fils de William, préside le conseil de direction. J. Perkins, celui de la banque de Morgan, est lui
aussi de la partie, bien entendu. Les premières années, toutes les firmes composant l'International Harvester Company, l'IHC, continuent de vendre leur matériel sous leur propre marque, en apposant en plus le logo IHC. En 1903-1904, plusieurs autres constructeurs rejoignent le groupe, dont Keystone et Osborne. La vocation mondiale du groupe se concrétise dès 1905 avec l'implantation d'une unité en Suède. En 1909, une usine est implantée à Ness, en Allemagne, puis viennent la France et la Russie. L'IHC, de par tous les fabricants qu'elle a intégrés, présente d'une part une large gamme de matériel agricole et d'autre part possède un nombre important de sites de construction. Avec tous les ingénieurs que cette holding comporte, et c'est sans mal, bien entendu, que seront développés les nouveaux matériels. Chaque site se consacrant à sa spécialisation. Ainsi, les moteurs statiques sont développés aux usines Milwaukee. Les premiers tracteurs sont expérimentés vers 1905 à Rock Fall Works. En 1910, l'usine Chicago Tractor Works est prête pour la construction des premiers moguls et Titan. En effet, sortiront des chaînes de production le Mogul 45 qui faisait, lui, 51 chevaux entre 1911 et 1912. Il fut fabriqué à Chicago dans l'Illinois. Le Mogul 30-60 entre 1912 et 1917 qui, lui aussi, produisait une puissance de 67 chevaux et il fut lui aussi construit à Chicago. Le Mogul 10-20, lui, développé 22 chevaux, est toujours fabriqué à Chicago dans l'Illinois. Le Mogul 15-30, entre 1913 et 1915, faisait 33 chevaux, fabriqué à Chicago dans l'Illinois. Le 12-25 Mogul, développé 27 chevaux, et bien entendu fabriqué entre 1913 et 1918. Le 20-40, lui, développé 45 chevaux entre 1914 et 1915, et il était bien sûr fabricant international Harvester, et il possédait un moteur au kérosène de 4 cylindres. Le 8-16, quant à lui, développé 17 chevaux entre 1917 et 1922. Le 30-60, deuxième génération, développé 67 chevaux entre 1914 et 1917. Par contre, il était fabriqué dans le Milwaukee, à Milwaukee, dans le Wisconsin. Le 10-20, lui, développé 22 chevaux entre 1915 et 1920, et lui aussi fabriqué dans le Wisconsin. Le 15-30, seconde génération, lui, fabriqué à Chicago, ainsi qu'à Milwaukee dans le Wisconsin, entre 1917 et 1921, et avait une puissance de 33 chevaux. Et le 8-16 seconde génération, sorti entre 1917 et 1922, produisait
enfin, avait une puissance toujours de 17 chevaux. Et voilà pour la première génération des McCormick IAS. Et c'est en 1907 que le premier auto-buggy sort des usines McCormick de Chicago, mais sa production est rapidement déménagée aux usines d'Akron, dans l'Ohio, en 1921. Ce sont les sites de Fort Wayne, dans l'Indiana, et de Springfield, dans l'Ohio, qui construisent désormais les camions et les pick-up de la marque IAS. L'IAC, dont la suprématie est incontestable, se heurte tout de même à des pressions politiques et des procès plus ou moins sévères selon les États. Ainsi, au Kansas, dans l'Arkansas et au Texas, la vente de matériel de l'International Harvester Company ou Corporation, comme vous voudrez, est purement interdite de 1906 à 1919. En 1919, le célèbre fabricant de charrues P&O intègre l'IAC, mais l'issue d'un procès dans le cadre des lois antitrust obligera le groupe à céder les marques Champion, Osborne et Milwaukee et à conserver l'intégralité de son réseau de concessionnaires McCormick et Deering en place aux États-Unis. Dans les années 30, l'IAC lance une branche réfrigération et propose rapidement une gamme complète allant du réfrigérateur familial aux grosses armoires industrielles. Et en 1955, dans un souci de compétitivité dans les domaines qui lui sont propres, l'IAC cédera son activité réfrigération et son usine basée à Evansville. IAC, qui produit déjà des moteurs statiques à l'usine de Milwaukee, dont le célèbre Famous, expérimente les premiers tracteurs vers 1905 en adaptant leurs moteurs sur des châssis fabriqués par Morton Manufacturing. Propulsés à l'origine d'une transmission par friction, les tracteurs seront rapidement équipés d'une transmission à pignon. Dans un souci de conserver les deux marques leaders du groupe, l'IAC conçut deux lignes de tracteurs, les Mogul, entrés sur le marché en 1909 pour le réseau McCormick, et à Deering revenait la diffusion des Titans à partir de 1910. La puissance et la dimension de ces engins les réservaient à des grosses exploitations et des travaux lourds, ce qui par conséquent en réduisait la diffusion, bien entendu. Et donc, il faut attendre quand même 1914 pour voir apparaître le Mogul 816 et son... ouais, on va dire, pendant le Titan 10-20. Le choix de construire des tracteurs plus polyvalents allait amener IAS à un succès commercial qui dépassait largement les frontières des États-Unis. Mais la guerre, évidemment, passe par là, et dans une demande croissante, IAS doit faire face à un nouveau concurrent de taille, Henry Ford. L'IAC a subi des restructurations consécutives aux lois antitrust et propose désormais une ligne unique de produits vendus aux États-Unis sous la marque McCormick Deering. Le premier tracteur de cette nouvelle ligne est l'International 816, proposé dans les usines de Chicago à partir de 1917. Mais Ford, puissant de son industrie automobile florissante, propose ces tracteurs à des prix bien inférieurs aux 816 et rafle une grande majorité des ventes. C'est au risque de la faillite qu'IAS baissera le prix de ces tracteurs sans toutefois parvenir au prix des Ford. L'arrivée des modèles 1530 et 1020 et 2036 dans les années 20 seront l'occasion pour IAS de retrouver une position d'acteur essentiel dans le machinisme agricole par la supériorité technique de ces tracteurs.
sortir des usines les tracteurs comme en 1924 jusqu'en 1932, le fameux Farmal. Le Farmal qui, lui, avait une puissance de 22 chevaux et qui fut fabriqué à Chicago dans l'Illinois et Rock Island dans l'Illinois. S'en suivirent, bien entendu, le T20. Le T20 qui, lui, était un tracteur à chenilles et qui développait 27 chevaux entre 1931 et 1939. Le T40, entre 1932 et 1939, de 51 chevaux. Le T35, qui développait 44 chevaux entre 1937 et 1939. Le TD18, de 90 chevaux entre 1938 et 1949. Le TD14, qui développait 69 chevaux, qui était construit par McCormick Daring en TD40 dans le modèle précédent, et qui fut construit entre 1939 et 1958. Le TD9 entre 1939 et 1962, tracteur à chenilles de 44 chevaux, construit dans l'usine de Melrose Park dans l'Illinois. S'en suivirent les FS de 1940 à 1949, qui développaient 20 chevaux et qui ont été construits en Allemagne dans l'usine de Neuss. Le FZ, quant à lui, construit entre 1940 et 1951, qui développait lui aussi 20 chevaux et qui fut construit, bien entendu, dans l'usine allemande de Neuss. Le T9, entre 1940 et 1956, qui développait 46 chevaux et qui était un tracteur à chenilles. Le T6 développait 42 chevaux entre 1940 et 1969, qui était lui aussi un tracteur à chenilles. Le TD6, entre 1940 et 1969, qui développait 34 chevaux et qui fut construit dans l'usine de Melrose Park dans l'Illinois. Le T14 qui était plus on va dire un booter ou un bulbe si vous préférez, qui fut construit entre 1941 et 1944. Le HZ, un petit tracteur de 20 chevaux, qui fut construit entre 1943 et 1944, donc pendant un an, une très courte longévité, qui fut construit dans l'usine allemande de Neuss. Le TD24, tracteur à chenilles, construit à Melrose Park dans l'Illinois entre 1947 et 1959. Le TD14-14A, qui développait 81 chevaux entre 1949 et 1958, qui était un tracteur à chenilles plutôt, on va dire, du style bulle ou booter. Le TD18A, construit entre 1949 et 1958, lui aussi, mais qui développait 114 chevaux, lui aussi construit à Melrose Park dans l'Illinois. Le DF25, construit entre 1951 et 1953, qui développait 25 chevaux.
C'était un tracteur à chenille, on va dire, standard, et qui fut construit en Allemagne, dans l'usine de Neuss. Le DLD2, qui avait une petite puissance de 14 chevaux, qui fut construit entre 1953 et 1956 en Allemagne, lui aussi. Le DGD4, construit en Allemagne dans l'usine de Neuss entre 1953 et 1956 et qui développait 30 chevaux. Le DED, entre 1953 et 1956, qui développait 20 chevaux et qui fut construit lui aussi dans l'usine allemande de Neuss. Le AOS-6, fabriqué entre 1953 et 1957, qui développait 42 chevaux et qui fut construit dans l'usine de Greenland en Australie. S'en suivirent le IH 100 de 1954 à 1956 qui développait une puissance de 22 chevaux et qui était le Farmall Super A en modèle précédent, et le modèle suivant sera l'International Harvester 130 et il fut construit à Louisville dans le Kentucky. Le 300 quant à lui développé 46 chevaux entre 1955 et 1956 et qui a eu une petite longévité, si je puis dire, d'1 an. C'est pas vraiment énorme. Le prix original à l'époque était quand même de 2465 €. Incroyable hein, par rapport à maintenant, mais bon, toujours est-il que après ce IH 300, le IH W400, le W400 développé 54 chevaux entre 1955 et 1956. Le Cub Lowboy, construit entre 1955 et 1968, qui développait 12 chevaux, était un petit tracteur utilitaire pour les grands espaces verts, et les entreprises de paysagisme hein, principalement. Le 600, construit en 1956, qui développait 58 chevaux, était un tracteur à chenille standard. Le 650, construit entre 1956 et 1958, de 64 chevaux, était un tracteur, on va dire, relativement utilitaire, quoi. Oui, standard. Le 450, qui développait 54 chevaux entre 1956 et 1958. Le 350, entre 1956 et 1958, 48 chevaux. Le 130, construit entre 1956 et 1958, par contre, je n'ai pas le nombre de chevaux. Bon, peut-être que quelqu'un pourra m'aiguiller sur le nombre de chevaux de ce tracteur, le IH 130. Le W450, entre 1956 et 1958, qui développait 46 chevaux et qui fut construit à Rock Island dans l'Illinois.
Le D212 qui développait 12 chevaux et qui fut construit entre 1956 et 1959 en Allemagne à Neuss. Le B250 qui développait 30 chevaux entre 1956 et 1961 et qui fut construit à Bradford en Angleterre. Le D430, lui, développait 30 chevaux entre 1956 et 1962 et fut construit en Allemagne à Neuss. Le D324, entre 1956 et 1962, qui développait 24 chevaux, lui aussi construit en Allemagne à Neuss. Le D320, construit lui aussi en Allemagne entre 1956 et 1962 et qui développait 20 chevaux. Le D217, lui, développait 17 chevaux entre 1956 et 1962, construit lui aussi en Allemagne. Le 330, construit entre 1957 et 1958, qui développait 39 chevaux. Le TD15, un tracteur à chenilles, qui fut construit à Melrose Park dans l'Illinois entre 1958 et 1961. Le D214 entre 1958 et 1962 de 14 chevaux qui fut construit lui aussi en Allemagne. Le 240 entre 1958 et 1962 qui développait 41 chevaux. Le 560 qui développait 73 chevaux entre 1958 et 1963. Le 460 développé 62 chevaux entre 1958 et 1963. Le 340, construit entre 1958 et 1963 de 48 chevaux. Le B275 qui développait 39 chevaux et qui fut construit entre 1958 et 1968 à Bradford en Angleterre. Le 140, lui, développé 28 chevaux entre 1958 et 1979. C'était un petit tracteur un petit peu passe-partout, on va dire. Et on arrive au D440. Le D440 qui développait 41 chevaux entre 1959 et 1960 et qui fut construit en Allemagne. Le D436 entre 1959 et 1962 qui développait 36 chevaux, construit lui aussi en Allemagne. Le TD25 qui était, on va dire, plus un bulle-booter qui fut construit à Melrose Park dans l'Illinois et qui développait 233 chevaux entre 1959 et 1962. Le 660 entre 1959 et 1963 qui développait 96 chevaux. Le T4 de 36 chevaux entre 1959 et 1964, construit à Melrose Park dans l'Illinois et ainsi qu'à Hamilton dans l'Ontario au Canada. Le T5 entre 1959 et 1964 de 41 chevaux
qui fut construit lui aussi à Melrose Park dans l'Illinois et à Hamilton, Ontario, au Canada. Le TD5, tracteur à chenilles de 36 chevaux entre 1959 et 1964, construit à Melrose Park et à Hamilton, dans l'Ontario. Et le T340 de 1959 à 1965 qui développait 41 chevaux. Le 4300 qui développait 304 chevaux entre 1961 et 1965 et qui fut construit à Libertyville dans l'Illinois. Et donc, ce qui fut un petit peu le coup de génie de la marque, depuis l'invention de la moissonneuse, est sûrement la sortie du premier tracteur Farmall qui, en 1924, fruit d'une très longue étude, précédée d'un nombre considérable de prototypes en tous genres, ce tracteur allait révolutionner la traction agricole et faire du tracteur un outil à tout faire. Là où la traction animale avait encore ses droits, bien entendu, le tracteur peut s'assimiler alors à un porte-outil qui peut réaliser des travaux de fond, mais aussi entretenir des cultures en ligne, le tout aidé par une importante garde au sol et une excellente visibilité. C'est l'équipe d'Edward A. Johnson qui conçoit ce tracteur à la demande de la direction qui était agacée par le succès de Ford. Donc plus de 100 000 Farmall seront sortis des usines Chicago Tractor Works de 1924 à 1930. Entre-temps, les ventes de Ford s'écroulent. La production de Ford est délocalisée en Angleterre en 1929. Les premiers Farmall Diaz, le premier Farmall Diaz restera, lui, inchangé jusqu'en 1930 où il sera baptisé Regular pour le différencier du Farmall F30 qui sort des chaînes de montage rapidement. S'en suivirent le F20, F12 et F14 viennent compléter la gamme des Farmall qui pourront être montés sur des pneumatiques dès 1935. C'est apparemment un F30 en 1931 qui a reçu le premier la couleur rouge que l'on connaît chez IAS, bien entendu. Afin de remplacer les tracteurs standards 10-20 et 22-36, IAS conçoit une ligne de tracteurs qui reprennent la plupart des éléments mécaniques des Farmall. Il s'agit des W40, W30, W12 et W14. Mais la nouveauté la plus remarquable à l'époque est sûrement le WD40. Petit tracteur diesel sur le marché américain. IAS, qui avait expérimenté et produit en petite quantité des tracteurs chenillés sur la base des 10-20 et 15-30, sort en série le T20 en 1931. Ils s'en suivront le T35, le TD35, le T40 et bien entendu le TD40, tous désignés par l'appellation tracteur. En 1935, IAS crée une division consacrée à l'équipement BTP, d'où vous avez vu on peut dire des tracteurs à chenilles, mais qui étaient plus des bulles. Enfin, moi j'appelle ça des booters, mais bon, on va dire des bulles. Donc en 1937, l'usine de Neuss en Allemagne assemble un F12 destiné au marché européen, le F12G. Bien entendu, c'est en 1937 qu'un célèbre styliste d'origine française,
quand même. Ah oui, eh oui. Hein, comme quoi les Français ont du bon aussi quand même. Monsieur Raymond Lowy apportera du sang nouveau à International Harvester Corporation. Si l'on lui doit d'une part l'immortel logo IAS, qui, je pense que beaucoup d'entre vous le savent, mais ça représentait un tracteur Farmal, hein, avec les roues centrales bien entendu, avec le chauffeur pour le I qui désignait un peu la tête du chauffeur. Donc on ne peut que s'incliner sur les améliorations que cet homme a générées sur les tracteurs en matière d'ergonomie et d'esthétique. La nouvelle série de Farmal mise sur le marché à partir de 1939 avec les A, B, H et M porte de toute évidence la griffe de Lowy. En 1940, les W4, W et WD6W et WD9 remplacent l'ancienne gamme des tracteurs standards. La Seconde Guerre mondiale monopolise l'IAC à des tâches militaires. Les Half-Track de la deuxième DB en sont les témoins. Peu de nouveautés marqueront donc la période entre 1940 et 1945, vous vous doutez bien. Vous avez d'autres chats à fouetter quand même. En 1944, IAS crée une division d'équipement de travaux publics. La nouvelle usine implantée en Grande-Bretagne en 1939 est également réquisitionnée à des constructions militaires. Ce n'est qu'en 1946 que la construction des premiers modèles agricoles sera effective. Le premier tracteur anglais sorti des chaînes en 1949 est un Farmal M, baptisé BM. 1947 sera l'année du lancement du Farmal C, tracteur fortement exporté vers l'Europe à l'occasion du plan Marshall. Le célèbre Farmal Cube sera également présenté la même année. Les tracteurs présentés au début des années 50 sont des séries issues des précédentes, prenant en général le préfixe Super, Super H, Super W6, WD6. À partir de 1964, tous les tracteurs prennent une appellation à base de chiffres. Les 100, les 200, les 300. Et les versions standards s'appellent désormais Utility. Le blanc IAS intègre les carrosseries sur les séries 50, 350, 450 dès 1956. En 1958, les séries 40 et 60, 240, 340, 460, 560 rompent avec la ligne des modèles précédents et les puissances seront en nette augmentation. Dans les années 60, IAS dévoile des tracteurs équipés d'amplificateurs de couple, voire de transmission hydrostatique. En 1965, le 1206 est le premier tracteur équipé d'un turbocompresseur. À partir de ces années-là, IAS aux États-Unis consacre l'essentiel de sa production aux tracteurs de forte puissance. Les tracteurs de puissance inférieure sont en général importés de Grande-Bretagne. En 1966, le premier tracteur à 4 roues égales, le 4100, est proposé à la vente. Et après la sortie du 4300, le B414 entre 1961 et 1966, le 504 entre 1961 et 1968 et le 404 qui fut sorti dans les mêmes années entre 1961 et 1968. Le B14 disposait d'une puissance de 44 chevaux. Il était construit à Bradford en Angleterre.
Le 504, lui, était d'une puissance de 52 chevaux. Et le 404, lui, d'une puissance de 41 chevaux. Et il était construit à Louisville, dans le Kentucky. Le D215, entre 1962 et 1964, qui développait 15 chevaux, qui a été construit, lui, en Allemagne. Le D432, entre 1962 et 1965, qui développait 32 chevaux, construit en Allemagne. Le 326D, entre 1962 et 1965, qui développait 26 chevaux, construit lui aussi en Allemagne. Le 322, construit lui aussi en Allemagne entre 1962 et 1965, qui disposait d'une puissance de 22 chevaux. Le 439 qui fut construit entre 1962 et 1966, qui développait 40 chevaux, construit lui aussi en Allemagne. Le D219 de 19 chevaux, construit entre 1962 et 1966 en Allemagne. Le A414 construit entre 1962 et 1966 de 41 chevaux à Gilland en Australie. Le 606 qui développait 56 chevaux entre 1962 et 1967. Le D514 qui développait 54 chevaux entre 1963 et 1965, construit en Allemagne. Le B614, construit, lui, entre 1963 et 1967, développé 63 chevaux et été construit à Doncaster, en Angleterre. Le 806, entre 63 et 67, qui développait 106 chevaux. Le 706, qui développait 81 chevaux entre 63 et 67. Le 424, construit, lui, entre 1964 et 1967, qui développait 42 chevaux, construit à Doncaster en Angleterre, ainsi qu'à Louisville au Kentucky. Le B634, construit entre 1964 et 1976, qui développait 67 chevaux, construit à Doncaster en Angleterre. Le Cube, on va dire le Farmal Cube, construit entre 1964 et 1979, qui développait 13 chevaux, construit à Louisville dans le Kentucky. Le 1206, 124 chevaux entre 1965 et 1967. Le 4100 qui lui développait 146 chevaux entre 1965 et 1968, qui était un tracteur bien entendu à 4 roues motrices et qui fut construit à Rock Island dans l'Illinois. Le 500 qui fut construit entre 65 et 69, qui développait 44 chevaux et qui fut construit à Hamilton au Canada, dans l'État de l'Ontario. Le 624, que moi j'ai bien connu, j'ai grandi un peu dessus, bien entendu, enfin un peu beaucoup même, qui fut construit entre 1965 et 1972 et qui développait 59 chevaux et qui fut construit en Allemagne, dans l'usine de Neuss. Un superbe tracteur d'ailleurs. Ça rappelle des souvenirs, mais bon. Le 523 construit entre 1965 et 1972, qui développait 53 chevaux, construit lui aussi en Allemagne.
Le 656 de 71 chevaux entre 1965 et 1973. Le B434 entre 1966 et 1971, qui développait 44 chevaux et construit à Bradford en Angleterre. Le B276 de 1966 à 1971, qui développait 38 chevaux et qui a été construit lui aussi à Bradford en Angleterre. Le 434 qui développait 44 chevaux entre 1966 et 1972, qui était construit à Geelong en Australie. Le 276 de 39 chevaux, 1966 à 1971 pour les années de fabrication, était construit à Doncaster en Angleterre. Le 434 de 44 chevaux entre 66 et 72, construit à Geelong en Australie. Oui, c'était la deuxième version du 434. Le 423 qui s'en suivit. Le 423 entre 1972 et 1975 de 41 chevaux, d'ailleurs il y en a encore pas mal qui tournent, qui était construit en Allemagne à Neuss. C'était le tracteur qui servait, l'unique tracteur du haras où j'ai fait mon pré-apprentissage dans l'agriculture. Donc après le 423, le 323 qui développait 26 chevaux entre 1966 et 1975 et qui était construit lui aussi en Allemagne. Le 1256 entre 1967 et 1969 de 127 chevaux. Déjà un beau bébé. Le 856 entre 1967 et 1971 de 106 chevaux. J'ai dû me tromper quelque part. Non, je dirais plutôt 86 chevaux. Oui, je me suis trompé, excusez-moi, mais bon. Enfin, toujours est-il que, il existait aussi bien en 2 qu'en 4 roues motrices. Après le 856, le 444 construit entre 1972 et 1978, qui développait 43 chevaux construits à Doncaster, en Angleterre, bien entendu. Après, il y a eu le 353 de 34 chevaux entre 1967 et 1972, construit en Allemagne. Le 756 de 86 chevaux entre 1967 et 1983. Le 634 qui développait 67 chevaux entre 1968 et 1972, qui fut construit à Doncaster en Angleterre. Le 544 entre 1968 et 1973 qui développait 58 chevaux. Le 154 Lowboy, un tracteur tondeuse, on va dire, un beau tracteur tondeuse quand même, qui développait 15 chevaux entre 1968 et 1974, qui fut construit à Louisville dans le Kentucky aux USA. Le 4156 de 157 chevaux de 1969 à 1970, bien sûr tracteur 4 roues motrices. Et juste une petite précision, le 624 fut lui aussi décliné en version 4 roues motrices. C'est juste, parce que ça me passe par la tête là.
Donc le 1456. Le 1456 qui développait 146 chevaux entre 1969 et 1971. Le 826 qui développait 103 chevaux entre 1969 et 1971, qui fut construit à Rock Island dans l'Illinois. Le 724, alors bien entendu, j'ai grandi sur ce tracteur, j'avais le cul assis sur la batterie entre le siège et l'aile, j'en ai passé des heures dessus. Ah bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu, bon Dieu. Enfin bon, toujours est-il, j'aurai toujours l'occasion de vous en reparler lors d'un numéro spécial de mes souvenirs. Donc le 724, grand frère du 624 qui fut construit entre 1969 et 1974, qui développait 68 chevaux et qui fut construit en Allemagne. Le 500C, qui développait 45 chevaux entre 1969 et 1974. Le 1026 de 126 chevaux entre 1970 et 1971, qui fut construit à Rock Island dans l'Illinois. Le 454, construit entre 1970 et 1973, qui développait 51 chevaux, construit à Doncaster en Angleterre. Le 574, construit entre 1970 et 1978 à Doncaster en Angleterre, développait 68 chevaux. Le 453 qui développait 46 chevaux entre 1972 et 1975, construit en Allemagne. Le 696 entre 71 et 73 qui développait 90 chevaux, qui était construit à Geelong en Australie. Le 1468 construit aux États-Unis, mais je vais oublier de marquer où, bon c'est pas grave, de 1971 à 1974 qui développait 163 chevaux. Le 824, le grand frère bien entendu du 6 et du 724, de 1971 à 1974, construit lui aussi bien entendu comme le 600 et 724 en 4 et 2 roues motrices, qui développait 76 chevaux et qui était construit en Allemagne. Le 354 entre 1971 et 1975 de 35 chevaux, construit à Doncaster en Angleterre. Le 1466 entre 1971 et 1976 de 149 chevaux. Le 1066 entre 71 et 76 qui développait 142 chevaux. Le 966 qui développait 92 chevaux entre 1971 et 1976. Le 766 qui développait 89 chevaux entre 71 et 76, construit à Rock Island dans l'Illinois. Le 946 construit en Allemagne, qui développait 86 chevaux entre 1971 et 1977. Et le 1046, excusez-moi, le 1046 entre 1971 et 1978 qui développait 101 chevaux, construit lui en Allemagne. Le 664 entre 72 et 73 qui développait 69 chevaux. Le 654 entre 72 et 74 de 61 chevaux, construit en Allemagne.
Le 553 entre 72 et 74 de 53 chevaux, construit lui aussi en Allemagne. Le 474 de 1972 à 1974 qui développait 63 chevaux et qui a été construit à Doncaster en Angleterre. Le 453 de 46 chevaux entre 72 et 75 construit en Allemagne. Le 423 construit entre 1972 et 1975 de 41 chevaux, construit lui aussi en Allemagne. C'est la deuxième, bien entendu, génération du 423. Le 383 de 72 à 75 qui développait quant à lui 41 chevaux. Et le 41-66 de 1972 à 1976 qui développait 177 chevaux. Le 666 entre 72 et 76 de 74 chevaux. Le A766 de 1972 à 1978 construit à Geelong en Australie. Le 444 entre 72 et 78 de 43 chevaux, construit à Doncaster en Angleterre. Le 1246 entre 72 et 1980 de 124 chevaux, construit en Allemagne. Le Hydro 100 qui développait 117 chevaux entre 1973 et 1976. L'Hydro 70 qui lui développait 78 chevaux entre 1973 et 1976. Le 4366 lui développait 228 chevaux entre 73 et 76. Le fabricant était Steiger et il fut fabriqué à Fargo, North Dakota, aux USA. Le 674 entre 73 et 77 de 66 chevaux construit en Angleterre. Le A866 de 123 chevaux construit entre 73 et 78 à Geelong en Australie. Le 464 entre 73 et 78 de 51 chevaux construit lui si je m'abuse en Angleterre. Le 554 construit lui en Allemagne qui développait 55 chevaux entre 74 et 75. Le 1568 qui développait 169 chevaux entre 1974 et 1976. Le 1566 qui développait 180 chevaux entre 1974 et 1976. Le 185 Lowboy, déjà un beau tracteur tondeuse quand même, un tracteur utilitaire qui fut construit à Louisville au Kentucky, qui développait 15 chevaux entre 1974 et 1976. Le 475 entre 74 et 77 de 61 chevaux, construit en Angleterre. Le 844 que bon nombre connaissent, de 1974 à 1980, qui développait 83 chevaux et qui fut construit en Allemagne. Le 744, on est dans la série 44 là, 1974 à 1980, qui développait 71 chevaux construits en Allemagne. Le 644, qui fut construit lui aussi en Allemagne et qui développait 61 chevaux entre 1974 et 1980.
Le 45-68, qui développait 304 chevaux entre 1975 et 1976, qui était construit par Steiger à Fargo, North Dakota, aux USA. Le 633 53 chevaux, oui, j'ai dû me tromper. Bon, enfin, toujours été plutôt 63 chevaux. Enfin bon, de 1975 à 1978, j'arrive à me perdre dans mes... Oui, j'arrive à me perdre un petit peu dans mes notes. Enfin bon, qui fut construit en Allemagne. Excusez-moi s'il y a quelques erreurs. Le 433, construit lui aussi en Allemagne, qui développait 35 chevaux entre 1975 et 1980. Le 844S, une version un peu plus développée du 844, qui développait 88 chevaux entre 1975 et 1989 et qui fut construit en Allemagne ainsi qu'à Saint-Dizier en France. Le 533 de 1975 à 1989 de 46 chevaux, construit en Allemagne. Le 976, construit entre 1976 et 1977 de 118 chevaux à Geelong en Australie. Le 374 entre 76 et 77 qui fut construit à Doncaster en Angleterre. Le 364 de 39 chevaux entre 1976 et 1977 construit à Doncaster en Angleterre. Le 41-86 entre 1976 et 1978 de 169 chevaux. Le Hydro 86, tracteur construit entre 1976 et 1980 de 78 chevaux. Le 686 de 74 chevaux entre 1976 et 1980. Le Hydro 186 de 118 chevaux entre 1976 et 1981, construit à Rock Island dans l'Illinois. Le 45-86, construit entre 1976 et 81 de 304 chevaux. Le fabricant Steiger, toujours dans le North Dakota, à Fargo. Le 43-86, qui développait 233 chevaux entre 1976 et 1981, toujours le constructeur Steiger. Le 15-86, entre 1976 et 81, de 181 chevaux, construit à Rock Island dans l'Illinois. Le 14-86, quant à lui, développé 164 chevaux entre 1976 et 1981, toujours fabriqué dans l'Illinois. Le 1086, toujours fabriqué dans l'Illinois, qui développait 148 chevaux entre 1976 et 1981. Le 986, construit dans l'Illinois à Rock Island, qui développait 119 chevaux entre 1976 et 1981. Le 886, qui développait 87 chevaux entre 1976 et 1981, toujours à Rock Island. Le 284, entre 76 et 1984, de 28 chevaux, le fabricant était Komatsu, et il était fabriqué dans l'usine du Japon. Le 184 Lowboy, toujours un tracteur utilitaire, de 1977 à 1980, de 18 chevaux,
qui fut construit à Louisville dans le Kentucky, pardon, excusez-moi. Le 1055, bien entendu, bien connu, de 1977 à 1982, de 101 chevaux, construit en Allemagne. Le 955, construit entre 1977 et 1982, de 91 chevaux, construit lui aussi en Allemagne. Le 384, construit entre 1977 et 1982, de 41 chevaux, construit à Bradford en Angleterre. Le 784, construit à Doncaster en Angleterre, de 75 chevaux entre 1977 et 1984. Le 684, construit dans les mêmes années, qui développait 70 chevaux, lui aussi construit en Angleterre. Le 584, qui développait quant à lui 61 chevaux, construit entre 1977 et 1984 à Doncaster en Angleterre. Le 484, idem, construit lui aussi en Angleterre, qui développait 51 chevaux entre 1977 et 1984. Le 4786, développé 355 chevaux entre 1978 et 1981, construit par Steiger, toujours dans le North Dakota. Le 3588, construit entre 1978 et 1981, de 169 chevaux. Le 30... dire 36 fois la même chose. 3388, pardon, j'étais reparti, qui faisait 147 chevaux entre 1978 et 1981. Le Hydro 84, entre 1978 et 1983, qui développait 66 chevaux, construit à Doncaster, en Angleterre. Le 1455, bien entendu, 147 chevaux, de 1979 à 1981, construit en Allemagne. Le 274, construit, je ne l'ai pas noté, bien entendu, bon, c'est pas grave. Il était propulsé, lui, par un moteur Nissan. Entre 1979 et 1983, il développait 30 chevaux. Le 884, entre 1979 et 1984, qui développait 82 chevaux. Le 1255, je sais que vous l'attendiez avec impatience aussi, le 1255, construit entre 1979 et 1985, qui développait 127 chevaux, construit lui aussi en Allemagne. Quel superbe tracteur! Franchement, c'était des tracteurs, hein, tout ce qui était 1255, 1455, 1055, franchement, c'était des beaux tracteurs. Mais bon, voilà, hein, d'ailleurs, on les a retrouvés longtemps quand même, faut reconnaître ce qui est, parce que ils ont été construits très très longtemps après l'unification de CAZ avec IAS. Toujours est-il, le 3788 de 1981 à 1981, de 192 chevaux. Le 786, entre 1980 et 1981, de 90 chevaux, construit à Geelong en Australie et à Rock Island dans l'Illinois. Le 745, de 1980 à 1989, de 73 chevaux, construit en Allemagne. Le 733, de 1980 à 1990, de 60 chevaux, construit lui aussi en Allemagne. Le 986B, construit entre 1981 et 1982, construit à Geelong en Australie.
Le 886B, entre 1981 et 1982, construit lui aussi en Australie. Le 786B, construit lui aussi en Australie entre 1981 et 1982. Le 6788, construit entre 1981 et 1984 de 203 chevaux, construit à Rock Island dans l'Illinois. Le 6588, construit lui aussi dans l'Illinois, qui développait 179 chevaux entre 1981 et 1984. Le 6388, qui développait 159 chevaux entre 1981 et 1984. Le 3488, développé lui 127 chevaux entre 1981 et 1984, construit lui aussi à Rock Island dans l'Illinois. L'Hydro 85 de 1981 à 1985, de 81 chevaux, construit en Angleterre à Doncaster. Le 5488 de 208 chevaux de 1981 à 1985, construit à Rock Island. Le 5288 entre 1981 et 1985 de 179 chevaux, construit à Rock Island. Le 5088 de 152 chevaux de 81 à 85, construit à Rock Island. Le 3688, construit lui aussi à Rock Island, qui développait 124 chevaux entre 81 et 85. Le 3288, idem pour les années de fabrication et le lieu, qui développait quant à lui 101 chevaux. Le 3088, toujours construit aux mêmes endroits entre les mêmes années, qui développait 91 chevaux. Le 1455 XL, la version luxe, on va dire, et avec une cabine beaucoup plus... Enfin, la cabine que tout le monde a connue, enfin que pas mal ont connu, parce que bon, c'était une belle cabine pour l'époque, hein, par rapport au début du 1455, donc la cabine XL. Donc le 1455 XL, qui développait 147 chevaux de 1981 à 1985 et qui fut construit bien entendu en Allemagne. Le 885, construit entre 1981 et 1985, qui développait 86 chevaux et construit en Angleterre. Le 785 de 81 chevaux entre 81 et 85, construit lui aussi en Angleterre. Le 743 entre les mêmes années, qui développait 68 chevaux et qui fut construit en Allemagne, lui. Le 685 entre 81 et 85 de 72 chevaux, construit en Angleterre. Le 585, lui aussi construit en Angleterre, qui développait 68 chevaux entre 1981 et 1985. Le 485, toujours dans les mêmes années, construit dans le même pays, l'Angleterre, de 54 chevaux. Le 833, entre 1981 et 1990, de 68 chevaux, fabriqué en Allemagne. Le 7788, qui lui était fabriqué par Steiger entre 1982 et 1984, de 335 chevaux. Le 7588, qui développait 304 chevaux, toujours entre les mêmes années 82 et 1984, le constructeur bien entendu est Steiger, comme il l'est encore actuellement. C'était le 75-88.
Et le 7388 de 1982 à 1984 de 233 chevaux, le constructeur était Steiger. Le 483 entre 82 et 84 de 47 chevaux, le constructeur était Komatsu au Japon. Le 383 idem pour 41 chevaux. Le 254, lui, construit par Mitsubishi au Japon et qui développait 24 chevaux entre 82 et 84. Le 244, construit lui par Mitsubishi, qui développait 21 chevaux entre les mêmes années. Le 234, construit par Mitsubishi, qui développait 18 chevaux entre les mêmes années. Le 1056 de 106 chevaux, construit en Allemagne entre 1982 et 1985, que nous retrouverons bien entendu quand nous parlerons de l'Union Casillas. Le 956 de 87 chevaux entre 82 et 85, bien sûr aux couleurs internationales, je vous parle encore, construit lui en Allemagne. Le 856 XL, bien entendu, cette superbe cabine, luxueuse et relativement spacieuse. Enfin, moi je trouvais, toujours. J'ai toujours été fan des IAS, donc je ne vais pas aller vous dire le contraire. De 1983 à 1985, de 86 chevaux, est construit en Allemagne. Le 788, qui développait 238 chevaux en 1985, et le 72-88 construit en 85 de 213 chevaux. Et je vais finir par le 385 de 47 chevaux de 1985, qui fut construit quant à lui en Angleterre. Il y a eu le 645 qui fut construit à Saint-Dizier, qui développait 64 chevaux, qui fut développé en France, bien entendu. Il y a eu le 614, le 454E, entre autres, qui fut entre le 272 et le TD20. Et tout ça, nous finissons bien entendu toute la gamme de ces tracteurs. Et nous allons finir la petite histoire de IAS, qui en 1969, alors que le monde du machinisme est en crise, et qu'IAS possède environ 60 sites de production dans le monde, Amérique du Nord, Europe, Australie. L'usine des premiers instants, la Chicago Tractor Works, ferme ses portes avec plus de 3400 licenciements. C'est énorme quand même. En 1979, pour la première fois depuis le succès des tracteurs Ford dans les années 20, IAS perd sa place de leader mondial du machinisme agricole, laissant définitivement la place à l'autre géant John Deere que nous avons vu dans des volets précédents. Au début des années 80, l'embargo américain en Russie a des conséquences désastreuses sur le milieu agricole. La chute spectaculaire des ventes de matériel agricole, moins 25% de 1979 à 1980, que l'on est en train de vivre de nos jours d'ailleurs, plonge IAS dans des difficultés financières. Les taux d'intérêt atteignent des sommets alors que les stocks de tracteurs grossissent autour des usines. Des lourdes restructurations des moyens de production obligent à procéder à la fermeture des sites et à des licenciements. Plus de 40 000 de 1980 à 1985, c'est-à-dire
40 000 licenciements en 5 ans, ce qui fait à peu près 8 000 licenciements par an. Un mouvement de grève de près de 6 mois en 1979, les 172 jours que ça avait été appelé comme ceci, stoppe pratiquement toute la production de tracteurs IAS aux États-Unis à la reprise du travail malgré un stock réduit à sa plus simple expression. Et la sortie de la nouvelle série 88, IAS est victime de difficultés financières colossales. En 1982, la division équipement est cédée à Dresser Industries et la production des célèbres véhicules pick-up Scout est stoppée. En novembre 84, pour finir la petite histoire de cette marque emblématique, la société pétrolière Tenneco rachète la division agricole d'IAS aux États-Unis et en Grande-Bretagne pour 430 millions de dollars et fusionne celle-ci avec la société GE Caz, déjà acquise en 1967. La nouvelle marque commerciale se nomme désormais CASIAS comme nous la connaissons à l'heure actuelle. Le siège de la nouvelle entité se trouve à Racine, usine de Caz, dans l'état du Wisconsin. La branche poids lourd, désormais indépendante, garde le nom Harvester jusqu'en 1985, où elle devient Navistar International Corporation. En avril 1994, alors que la division Caz affiche de bons résultats financiers, Tenneco décide de lancer une offre publique de vente. Caz Corporation sera désormais une société cotée en bourse. À ce moment-là, il ne subsiste que 4 usines de matériel agricole CASIAS en Amérique du Nord. En 1999, le groupe New Holland achète Caz Corporation et crée une nouvelle holding sous le nom de CNH Global. Confronté aux lois antitrust, souvenez-vous, en 1902, CNH est obligé de céder une partie de ses lignes de produits et plusieurs sites de production. C'est ainsi que le groupe italien Arco, plus connu sous le nom de Landini, prend possession des installations européennes CASIAS à Saint-Dizier et Doncaster. Les gammes de tracteurs qui y sont produites et réussi dans la transaction à se faire concéder la marque McCormick qui désignera cette nouvelle entité à dimension européenne. Aujourd'hui, les nouveaux tracteurs CASIAS sont identiques à de nombreux points à ceux de New Holland et seules les moissonneuses Axial Flow de la série 2300 sont encore les témoins à leur origine des années IAS. Eh oui, j'adresse mes plus sincères condoléances à toute cette histoire qui malheureusement replonge dans beaucoup de souvenirs parce que j'ai grandi dans l'ère des, comme je vous l'ai dit, des 624, des 724, 824. Bien entendu après les 744, 844, les 1055, 1056, 956, 1455, 1255, enfin bon. Voilà, moi j'ai même eu la chance de pouvoir en posséder, qui étaient des magnifiques tracteurs pour l'époque, bien entendu, faut tout remettre au temps jadis, si on peut dire, quoi. Vous allez vous dire, c'est un homme préhistorique. Mais bon, la semaine prochaine, je vous parlerai des moissonneuses-batteuses IAS ainsi que des presses. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau volet de l'histoire des marques de matériel agricole, toujours destiné à IAS McCormick, International Harvester, pour vous parler des produits qu'ils ont pu distribuer et que, moi j'ai connu. J'ai connu toute la série des Axial Flow, donc un passionné quelque part des Axial. Mais
On découvrira tout cela la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end par avance. Portez-vous bien. J'espère vous retrouver en pleine forme pour le volet de jeudi prochain, toujours dédié à la marque internationale Harvester McCormick. Bonne semaine, allez, ciao ciao, bye bye.